Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire d'ECMA, qui est la filiale digitale du Conseil supérieur de l'Ordre. Donc, lors de ce webinaire, nous allons vous parler de la solution d'ECMA, en fait, la solution d'examen de conformité fiscale de la profession. Alors, nous avons le bonheur de vous accueillir nombreux, puisque vous êtes plus de 1000 inscrits. Pour nous parler en fait de l'examen de conformité fiscale et de la solution Conform Expert, nous avons le bonheur d'accueillir Lionel Canesi, qui est président d'ECMA, Jean-Pierre Cossin, qui est conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, que la profession connaît bien pour ses nombreuses interventions sur la fiscalité, et puis Benjamin Royoux, qui est le directeur marketing d'ECMA. Bonjour François. Donc commençons par Lionel. Lionel, pourquoi en fait cette solution Conform Expert? Déjà, je voudrais rappeler l'importance de la mission d'examen de conformité fiscale pour la profession. C'est une des premières missions, si ce n'est la première mission de tiers de confiance que nous avons obtenue. Je pense que c'est la première d'une longue série de missions qui va arriver pour la profession. On le voit déjà avec ce qui se passe sur le coût fixe. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir de dispositif coût fixe sans une attestation d'expert comptable. Ce sont des missions qui placent l'expert comptable au cœur du dispositif. Alors, je sais que certains d'entre vous, et puis pareil, je suis dans mon cabinet aussi comme vous régulièrement, est-ce que je vais arriver à vendre cette mission? Est-ce que mes clients vont trouver une utilité? Puisque quelque part, ils peuvent déjà nous payer pour faire cette mission de conformité sur les bilans. Moi, je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut que la profession y aille massivement. Il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est une première mission de tiers de confiance par rapport à l'administration fiscale. Deuxième raison, c'est si la profession ne s'en empare pas et que l'examen de conformité fiscale marche demain, eh ben, on ne va pas passer à côté de cette mission et on va se faire contrôler sur nos dossiers. Moi, j'ai envie, et c'était une des slogans de mon élection, qu'on devienne des experts comptables augmentés et pas des experts comptables dégradés. Et si demain, sur n'importe quel dossier, si on veut un examen de conformité fiscale, nous, on ne peut pas le faire, ça sera quelqu'un d'autre qui le fera, ça veut dire que notre mission va être dégradée. Et je crois que c'est quelque chose qui est important si on met en perspective facture électronique, tout ce qui est en train d'arriver. Je crois que notre mission doit être upgradée. Voilà. C'est pour ça que sur cette mission, nous devons massivement y aller, parce que c'est quelque chose qui est stratégique pour notre avenir. Alors c'est vrai que certains ne le voient pas pour l'instant, mais je crois que c'est très important. Pour ça, j'ai voulu, en tant que président d'ECMA, que l'institution, avec ECMA, mette en place des outils pour vous accompagner dans cette mission. C'est ça aussi, servir et être utile la profession, c'est mettre en place les outils et mutualiser des outils au sein de nos institutions. Donc on a mis en place très vite un outil de CRM simplifié, qui a été mis en place avec Je Signe Expert très rapidement. Et puis là, on est à l'étape 2, avec le véritable outil qui va vous permettre de la lettre de mission jusqu'à la remise du compte rendu et l'envoi en EDI à l'administration fiscale. Donc on a un accord, un partenariat avec Runview. C'est ECMA qui va commercialiser. On a demandé aussi, parce que je crois que c'est quelque chose qui est important avec l'équipe qui m'entoure, qu'il y ait un tarif qui soit compétitif. Donc là, on est à 12 € pour l'analyse du FEC, parce que c'est ça qui est important. Dans les 10 postes du chemin d'audit, le poste principal, c'est le FEC et l'analyse du FEC. Et donc là, on a un outil pour vous à votre disposition. Voilà, je crois que c'est important que la profession vous accompagne dans la mise en place de cette mission, qui est une des premières missions de tiers de confiance. Et je suis persuadé que si la profession s'en empare, on aura plein de nouvelles missions qui vont arriver et qui vont consacrer notre rôle essentiel au cœur de l'économie. Voilà, je vous laisse avec ce super webinaire animé avec mon ami Jean-Pierre Cossin, François Millot, Benjamin, merci. Et puis dans quelques instants à ma place, Jean Saffort, qui est celui qui dirige et qui met en place ces dispositifs à votre service. Donc Jean Saffort, qui est vice-président d'ECMA, va nous rejoindre parce que Lionel ne peut pas nous accompagner jusqu'au bout, il a des obligations. Merci beaucoup, merci Lionel. Merci. Alors, avant de commencer en fait sur les questions très techniques, juste vous dire que vous avez la possibilité, vous le voyez sur le module webinaire, vous avez la possibilité en fait de poser des questions. On vous y répondra notamment à la fin, et on les sélectionnera, on y répondra, mais aussi on vous répond par chat. On va en sélectionner certaines, dont on répondra en direct, et puis en fait on vous répond, il y a un back-office où on vous répond par chat. Alors Jean-Pierre, oui, François. Vous avez plaisir d'être ici, entouré d'experts comptables et que j'aime beaucoup depuis tellement d'années. Plaisir partagé. D'abord, un grand merci pour avoir participé, parce que vous avez participé en fait à l'élaboration de cet outil. Mais avant de passer sur ce point, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire en fait quelle est l'origine de l'ECF et puis quels en sont les grands principes?
Oui, comme l'a rappelé à l'instant votre président Lionel, eh bien, c'est une mission de confiance. Ça provient de la loi ESSOC, qui avait été votée en 2019, et on attendait avec beaucoup d'intérêt le décret et l'arrêté qui allait expliciter les modalités d'application de cet examen de conformité fiscale. Il a mis du temps à arriver, cet arrêté. C'est une mission de confiance au terme de laquelle une entreprise désigne un tiers de confiance, à son expert comptable en l'espèce, pour réaliser cet examen de conformité, qui est une mission contractuelle, qui fait que ce n'est pas véritablement une mission telle que celle du commissariat aux comptes. C'est simplement rechercher la validation d'un certain nombre de points d'audit qui sont au nombre de 10, comme l'a rappelé à l'instant Lionel. Au fond, il y a un double aspect. Il y a un aspect validation de la comptabilité. Au fond, la comptabilité qui a donné lieu à la déclaration est une comptabilité sincère, probante et régulière, ce qui fait qu'elle n'est pas susceptible d'être rejetée. Et deuxièmement, il y a un certain nombre de points précis, qui sont au nombre de 6, de fiscalité, que connaissent parfaitement les experts comptables. Donc c'est un cadre réglementaire, 5 articles d'un décret et 4 annexes à l'arrêté qui déterminent le cahier des charges. Pour être franc, c'est plutôt l'arrêté qui mérite de s'y intéresser, puisque là, on détermine les 10 points d'audit et on détermine le cahier des charges, et c'est à ces 10 points d'audit que, sans doute, le logiciel dont on va parler tout à l'heure entend répondre. Alors, les experts comptables, ils vont devoir argumenter auprès de leurs clients pour justement faire valoir cette mission. Alors, quels sont les bénéfices pour l'entreprise? Alors, c'est extrêmement important parce que, pour moi, le fait qu'on entoure l'entreprise de sécurité fiscale, que ce soit avoir moins de contrôle, du moins c'est ce que dit l'administration fiscale. D'autre part, s'il y avait des rectifications à effectuer sur les déclarations déposées, pas d'intérêt de retard et pas de pénalité, eh bien c'est une sécurité pour l'entreprise qui se place dans une démarche de civisme fiscal. Et donc, le moins que l'on puisse faire, je pense, quand on est conseil de l'entreprise, c'est d'indiquer que ce mécanisme, cette procédure existe. Que l'entreprise prenne ou ne prenne pas, mais le devoir de conseil implique d'informer l'entreprise de cette sécurité à laquelle elle peut accéder si elle souhaite faire remplir plutôt par un expert comptable ou par un tiers de confiance cette mission. Donc c'est déjà, me semble-t-il, une obligation. Après, évidemment, il faut vendre le produit. Et alors, est-ce que l'expert comptable, justement par rapport à ça, il est le mieux placé en fait pour vendre cette mission? Je vais prendre une boutade. Vous voyez, dans une conférence qu'on avait fait ici avec le directeur du contrôle fiscal, Frédéric Yanucci, j'avais dit cette formule qui vaut ce qu'elle vaut. Je dis, si j'avais été président de l'ordre des experts comptables et qu'on m'avait demandé d'imaginer une prestation de service nouvelle, j'aurais imaginé l'examen de conformité fiscale. Pourquoi? Parce qu'il y a deux branches. Il y a la branche comptable, autrement dit, valider ce qu'on a fait quand on a tenu la comptabilité d'une entreprise pour lui apporter son résultat et déboucher sur la liasse fiscale. Et d'autre part, donc ça, pour être franc, il n'y a que les experts comptables qui sont capables de faire ça. Je ne suis même pas sûr que d'autres professions soient à même de le faire. Et puis il y a l'autre aspect, c'est les 6 points de fiscalité qui sont relativement simples. Ce n'est pas pour dire que les experts comptables n'ont pas de qualité pour faire la fiscalité compliquée, mais quand on dit 1, valider le régime fiscal de l'entreprise, j'espère que ça se fait. Quand on dit 2, regarder si les amortissements sont bien qui ont été déduits ont été correctement, c'est pas très compliqué. Quand on voit la question des provisions, aucun expert comptable ne s'interroge trop sur les conditions de déductibilité des provisions, quand bien même c'est conflictuel. Quand on se dit il y a des charges à payer, à regarder, les experts comptables, c'est leur métier, les charges exceptionnelles, c'est leur métier, et le cadrage de TVA, ils font ça systématiquement. Donc très franchement, cet examen de conformité fiscale, c'est la façon de montrer aux clients que le travail que l'on fait est un travail qui est correctement effectué et qui est conforme aux exigences administratives. Moi, très franchement, cette mission, je l'aurais inventée, je n'aurais pas fait mieux. Parce que l'administration fiscale, il faut le dire, a quand même admis et accepté le fait que l'on puisse, sur ses propres dossiers que l'on tient, faire
des ECF. C'était pas gagné d'avance. On aurait pu en débattre, et on doit observer que vos responsables, les responsables de la profession, le Conseil national aujourd'hui, a obtenu ce point. C'est on peut, et qui est apprécié, parce que si on l'avait pas eu, si on avait dit, c'eût été contraire à ce que dit le président Canesi, si on n'avait pas eu la possibilité de faire sur son propre dossier un ECF, ça aurait voulu dire que sur tous les dossiers tenus par des experts comptables, eh bien, il y aurait eu un autre intervenant. Alors là, c'était catastrophique. On aurait pu démonter, si je puis me permettre, le travail de confrères. Et donc là, c'est une prouesse d'avoir obtenu cette possibilité, qui est une condition d'ailleurs, de mon point de vue, de réussite de l'opération d'ECF. Cet ECF, il y a quelques prérequis, en fait. Il faut faire des choix. Et puis, en fait, quand est-ce qu'on va pouvoir le faire pratiquement? C'est-à-dire qu'il faut d'abord, lorsqu'on dépose l'alias fiscal, la déclaration de résultat, il faut cocher une case. Cocher une case pour dire que l'entreprise décide de confier un ECF à un prestataire qui s'appelle un expert comptable, ou qui s'appelle un commissaire aux comptes, ou qui s'appelle un avocat, ou qui s'appelle n'importe qui. Ça, c'est la première étape. Première étape, je décide. Et c'est très important, parce que c'est de là que découle l'absence de pénalité. Lorsque on a décidé en tant qu'entreprise de se placer dans le cas d'un ECF, ça veut dire qu'on veut appliquer correctement la loi fiscale. Et si on veut appliquer correctement la loi fiscale, on se place comme si on avait fait mention express en disant tout ce que j'ai fait dans ma déclaration sur les 10 points d'audit, eh bien, je veux qu'elle soit correctement faite. Et donc, il n'y a pas de pénalité ni intérêt de retard. Il faut noter ça. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'une mesure fiscale ne soit pas accompagnée, lorsqu'on paye un impôt tardivement, d'intérêt de retard. C'est une situation que j'ai jamais rencontrée, malgré l'antériorité que j'ai dans ce domaine. Donc c'est quand même, c'est la première étape. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de faire le travail pour déposer ce compte-rendu de mission, qui sera déposé pour les exercices clos 31 décembre avant le 31 octobre. Et là, il y a un laps de temps entre le dépôt de la déclaration et le 31 octobre, qui peut permettre d'affiner, de regarder, mais enfin, ça, c'est l'affaire peut-être de ce que vous allez dire tout à l'heure. Donc l'expert comptable, il peut travailler en permanence sur le dossier. Il peut travailler avant l'alias, d'ailleurs souvent c'est là que ça se passe, et puis ensuite réaliser ce contrat de mission. Donc le principe, c'est de bien cocher cette case pour pouvoir le réaliser. Voilà. Si jamais en fait un expert comptable avait oublié en fait de cocher la case pour son client, ça c'est embêtant. Est-ce qu'il peut faire une rectificative? Il faudrait qu'il fasse une déclaration rectificative, parce que s'il n'y a pas la croix dans la case, eh bien, même si on déposait un compte-rendu de mission, ce compte-rendu n'aurait aucune portée. Donc là, on a un problème, on a un petit problème. On perd notre avantage. On perd l'avantage. Pour être franc, il ne serait pas certain que l'administration fiscale refuse les avantages de cela. Mais enfin, le texte tel qu'il est écrit fait que si on n'a pas coché la case, eh bien, on ne peut pas faire un ECF qui porte les garanties que j'ai indiquées tout à l'heure. D'ailleurs, et notamment le fait du contrôle fiscal, parce que si je n'ai pas mis de croix dans la case, je n'ai pas indiqué que j'allais faire un ECF, par conséquent, à supposer qu'on cible à l'avenir les entreprises qui n'auraient pas mis de croix dans la case, elles seraient ciblées puisqu'il n'y a pas de croix dans la case. Donc là, c'est très important que de ne pas oublier cela. Alors la question suivante serait la suivante, c'est est-ce que j'ai mis une croix dans la case mais que j'ai pas fait le compte-rendu de mission, qu'est-ce qui peut se passer? S'il passe, c'est moins grave qu'on peut le penser. Du moins, c'est ce qu'a dit aussi le directeur du contrôle fiscal. Il dit que ça ne sera pas une condition de fléchage du contrôle. J'en tiens pas compte. Et c'est assez naturel parce que en mettant la croix dans la case, l'entreprise se place dans une démarche de confiance vis-à-vis de l'administration fiscale. Et si cette démarche de confiance ne peut pas se traduire par le contrôle de mission pour des raisons qu'on ignore, eh bien c'est pas pour cela qu'elle n'avait pas cette volonté d'appliquer. Donc on ne va pas évidemment cibler dans le contrôle une entreprise qui avait une démarche de civisme fiscal. C'est ce qu'a répondu, à juste titre, me semble-t-il, le directeur de contrôle fiscal là-dessus. Donc je crois qu'il y a une volonté pour l'administration fiscale de faire que cet examen de conformité fiscale produise des effets positifs pour tout le monde, pour l'entreprise et pour elle-même, et pour les experts comptables et pour les autres professionnels. En bref,
ne pas cocher la case, c'est un peu augmenter le risque en fait, d'être oui. ciblé par le contrôle. Alors, vous avez participé à la réalisation du produit Conforme Expert. On va en parler tout à l'heure. Benjamin va nous montrer en fait comment il fonctionne. Mais vous avez été assez prescriptif sur la construction du produit. Et enfin, prescriptif. C'est un bien grand mot. Voilà. C'est un bien grand mot. En fait, en tout cas, vous aviez quelques... Parce que celles et ceux qui me connaissent un peu n'ont pas reconnu en moi un grand spécialiste de l'informatique. Je ne sais pas pourquoi. Mais simplement, j'ai toujours pensé... Vous ne codez pas, mais vous y lisez les codes. Voilà. J'ai toujours pensé qu'il faut que la profession, les experts comptables que je connais bien depuis tellement longtemps, dispose d'un outil, j'allais dire, simple et pratique, qui leur permette de faire cette prestation de CF le plus rapidement possible, avec le plus de sécurité possible. Et pendant toute la période, je n'étais pas le seul, bien entendu, loin de là, où les professionnels ont élaboré cet outil, moi j'ai eu cesse de regarder la simplification, l'efficacité, pour dire dans le petit cabinet, dans le cabinet avec les entreprises que l'on connaît, voilà ce dont ils ont besoin, et ils n'ont pas besoin de plus qu'on leur demande, ou pas beaucoup plus qu'on leur demande, et je pense qu'on a fait... moi je ne connais pas l'outil final, on va le voir tout à l'heure, mais je connais quand même un petit peu. Mais je pense qu'on a réussi à atteindre cet objectif, parce qu'il y a des logiciels qui peuvent donner plein d'informations, mais nous, on a simplement à faire un compte rendu de mission qui réponde au cahier des charges de l'arrêté du 13 janvier 2021. Voilà. Et donc, c'est de ce point de vue que j'ai tenu à participer le plus possible à faire autant que faire se peut, de la simplification, de l'efficacité, et que ça marche du premier case à cocher jusqu'à la fin le plus simplement possible. Voilà. Merci, ce que j'ai essayé de faire à ma petite dimension, mais c'est loin d'avoir été l'élément essentiel. C'est évidemment tout à l'heure ce que vous allez voir qui sera l'essentiel. Merci Jean-Pierre. De toute façon, on vous retrouve, vous restez avec nous pour répondre aux nombreuses questions que vous pourrez nous poser. Jean Saffort, donc oui. Là, on prend la casquette d'ECMA, pas d'ECMA, d'Edificas. Ah, pour voilà. Une question. Mais pour après, une question, en fait. Après, je vais revenir ECMA tout de suite. Voilà, pour donc Edificas, qui s'occupe en fait des questions relatives à l'EDI, du cahier des charges. Cahier des charges. Donc, on a un nouveau, cette année, en fait, en 2022, un nouveau schéma de CRM. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Déjà, aujourd'hui, on est le 5. Oui. La campagne fiscale a commencé hier. Donc le millésime 2022 a commencé hier, et depuis le millésime 2022, la règle du jeu a changé. Donc en 2021, on nous a dit, le CRM, vous l'éditez en PDF, vous ouvrez impôt.gouv, les professionnels, et vous allez sur la messagerie sécurisée de l'entreprise, et vous le déposez sur la messagerie sécurisée. Voilà. En plus, Je Signe Expert, l'année dernière, dans le produit qui avait été fait, avait dit en plus, on le signe aussi pour pouvoir le signer électroniquement et l'envoyer au client. C'est quand même aussi, il est normal que le client soit destinataire aussi de ce produit. Donc là, depuis hier, millésime 2022, changement de règle, et cette année, ça se dépose sous un format EDIT et DFC, donc en EDI. Ce qui va nous permettre de faire de la production, parce que comme l'a bien dit Jean-Pierre tout à l'heure, et je le remercie tout particulièrement pour tous nos consoeurs et confrères qui sont là, parce qu'en effet, dans les comités de pilotage, dans les COPIL, on a eu de cesse de rendre les choses pragmatiques, simples et permettant une production de masse, comme les outils ECMA en général. Donc très clairement, on a continué dans ce sens-là. Donc oui, depuis hier, ça se transmet maintenant, le CRM se transmet sous format EDIT et DFC, et on va en parler tout à l'heure. On a fait les premiers tests aujourd'hui. Ils sont passés aujourd'hui, parce que la campagne n'était ouverte que hier, donc on a terminé, on en parlera tout à l'heure dans les pilotages et les tests, et donc en effet, ça va marcher de bout en bout sur une solution qui se veut pragmatique. Donc oui, cette année, ça passe en EDIT et DFC, c'est-à-dire que l'alias fiscal est envoyé, en cochant l'alias, surtout, on coche bien, il n'y a pas de problème, ça, Jean-Pierre nous l'a bien dit, et puis derrière, on va le faire. Après l'alias, on va faire cette ECF, et puis on va générer le CRM qui sera envoyé en EDI
comme une liasse fiscale, comme d'ailleurs sur le même format, un peu pour ceux qui connaissent, le même format que le CRM des OGA, des CGA et AGA. Donc c'est un petit peu le même. Donc on nous a ajouté dans les liasses fiscales des imprimés 30-30 pour le CRM de l'ECF. Voilà, donc cette nouvelle formule, depuis hier, on y va. Donc du coup, un produit et enfin, un concept en fait qui est très adapté à la production des cabinets. Ah oui, totalement. Et ça, je pense qu'on a eu... De temps en temps, oui, on s'est un peu dire, non, là tu vas trop loin, là tu vas passer loin. Non, mais je pense que ça a été un vrai débat et c'est vrai qu'on a pu, on a pu enrichir Conform Expert avec justement pas mal de confrères en exercice, c'est important. Et puis, en fin de compte, c'est bien un ECF pour les cabinets, par les cabinets. D'accord. Je me tourne vers Benjamin. Donc, Benjamin, est-ce qu'on peut ouvrir un peu le capot? Est-ce qu'on peut regarder en fait ce qu'il y a dans le produit Conform Expert? Eh bien, allons-y, François. Effectivement, on va ouvrir le capot. Juste avant, on voulait vous rappeler un peu notre ambition. Donc, comme vous avez pu le voir depuis hier, on a largement communiqué et donc on a ouvert la plateforme au même moment que le début de la campagne fiscale 2022. Nous, notre ambition, en fait, elle était de 4 ordres. Déjà, vous proposez donc à la profession, aux experts comptables, une solution qui soit simple, complète, et on va y revenir, et puis surtout en conformité avec la réglementation. Solution complète, puisque vous allez le voir avec Conform Expert, on va pouvoir couvrir toutes les étapes de la mission. Donc depuis la contractualisation avec votre client, en passant par le contrôle automatisé du FEC, l'automatisation en partie du compte rendu de mission, et bien entendu, j'en parlais à l'instant, transmission en EDI TDFC à la DGFIP du compte rendu de mission. Ce qui est important pour nous également, c'est qu'on souhaite vraiment avec cette solution que vous vous empariez de ce nouveau marché, de cette nouvelle mission d'examen de conformité fiscale. Et donc on croit véritablement que cette solution Conform Expert, de par sa simplicité, de par le fait qu'elle couvre toutes les missions, va vous permettre de développer une nouvelle activité auprès de vos clients, bien entendu tout en facilitant la conformité fiscale des entreprises. Et enfin, je vais y revenir, c'est également aussi l'opportunité pour la profession, pour nous, de créer et d'enrichir la base de données FEC de la profession. Sachant que ça sera quand même optionnel, hein, c'est ça? Tout à fait, et on va y revenir notamment sur la partie tarifaire. Alors, au niveau des fonctionnalités, comme on a pu vous le dire, donc on va couvrir toutes les missions, enfin toutes les étapes de la mission d'ECF. Premièrement, vous allez pouvoir créer votre dossier client dans Conform Expert. Et pour ce faire, vous allez avoir 3 modes de création. Tout d'abord, vous allez pouvoir importer en automatique la liasse fiscale issue de jedéclare.com pour pré-renseigner votre dossier client. Vous allez pouvoir par ailleurs importer manuellement une liasse fiscale qui viendrait d'un autre outil, ou tout simplement saisir manuellement, créer manuellement votre dossier client. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous allez pouvoir créer la lettre de mission que vous allez ensuite adresser à votre client. Bien entendu, si vous avez importé votre liasse fiscale, cette lettre de mission va être pré-renseignée en partie, donc vous allez avoir un pré-remplissage automatique de cette lettre de mission. Et ensuite, tout simplement, vous allez pouvoir paramétrer les honoraires et sélectionner les points du chemin d'audit que vous souhaitez traiter pour votre client. Ensuite, vous allez pouvoir l'éditer, éventuellement la signer soit avec notre solution de signature électronique Je Signe Expert ou bien entendu notre solution, et la transmettre à votre client. Ensuite, troisième étape, et là on rentre un petit peu dans le cœur de la solution, c'est le contrôle automatisé du FEC. Et là, pour ce faire, on s'est associé à un très bon partenaire, un des meilleurs du marché, qui est RunView, en matière de contrôle de FEC. Donc là, on va analyser conformément à la réglementation les points 1 et 2 du chemin d'audit, concernant le contrôle de la conformité et de la qualité comptable du fichier des écritures comptables. Et ensuite, bien entendu, une fois que ce contrôle va être réalisé, vous allez pouvoir visualiser les résultats, corriger les anomalies, et on va le voir, vous allez pouvoir recharger à nouveau un FEC, corriger, pour obtenir à nouveau un résultat du contrôle de ce fichier des écritures comptables. Ensuite, vous allez pouvoir éditer et réaliser donc votre compte rendu de mission. Donc compte rendu de mission qui sera
en partie renseigné donc, sur les points 1 et 2 du chemin d'audit, et également sur quelques autres points si vous avez chargé l'alias fiscal, puisqu'on a des éléments d'alias fiscal qui vont être repris automatiquement dans ce compte-rendu de mission. Et bien entendu, vous allez avoir dans Conform Expert, on va le voir juste après, une saisie guidée de tous ces points du chemin d'audit. Enfin, dernière étape de la mission de CF, c'est la validation du compte-rendu de mission. Donc dans tous les cas, c'est vous qui restez maître de la validation et de la définition de la conformité de chacun des 10 points d'audit. Donc c'est vous, expert comptable, qui restez maître dans la décision de la validation de ce compte-rendu de mission. Vous allez générer le PDF que vous allez pouvoir transmettre à votre client pour revue et pour échange. Et ensuite, tout simplement, vous le transmettez via le flux EDI TDFC à la DGFIP, donc soit via jedéclare.com si vous êtes abonné, ou soit via un autre concentrateur de flux fiscaux. 2 clics. 2 clics. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est une petite démo live de cette nouvelle solution. Donc, vous avez peut-être pu le voir hier, on a lancé donc, le site Conform Expert, donc, sur lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les informations, donc, que ce soit en matière de réglementation, de fonctionnalités, de bénéfices, de tarifs. Vous pouvez également nous contacter directement à travers ce site qui est désormais en ligne. Donc tout simplement, vous allez pouvoir vous enregistrer sur la plateforme et ensuite vous connecter à Conform Expert. Et là, bien entendu, on va reprendre, comme sur toutes nos autres solutions, le système d'authentification de l'ordre Compte Expert. Donc une fois que vous vous connectez, vous arrivez sur cette page d'accueil conformexpert.com dans laquelle vous allez retrouver donc, un certain nombre d'informations. Donc déjà, les éléments de vos cabinets. Si vous avez un ou plusieurs cabinets, ils vont être renseignés au niveau de cette page d'accueil. Vous allez retrouver également une gestion des utilisateurs. Donc moi, je n'ai pas la qualité d'expert comptable, donc je n'ai pas la possibilité de gérer des utilisateurs. Mais vous, en tant qu'expert comptable, vous allez pouvoir gérer directement les droits de vos collaborateurs directement dans l'application Conform Expert. Donc là, c'est un peu différent de JeSigne où on reprend le système de délégation de compte expert. Là, on va le gérer directement dans la plateforme Conform Expert. Également à ce niveau, vous allez pouvoir retrouver l'usage que vous faites de la plateforme, donc avec le nombre de collaborateurs, de l'IAS importé, de l'aide de mission créée, etc., le nombre d'analyses et les résultats des analyses. Et puis, c'est également à ce niveau-là que, en termes de préférence, vous allez pouvoir gérer les honoraires, en tout cas paramétrer les honoraires sur chacun des points du chemin d'audit, sachant qu'on va le voir ensuite, ces points vont pouvoir être repris dans la lettre de mission, mais vous allez bien entendu, vous allez pouvoir avoir la possibilité de les modifier. Donc toujours au niveau de cette page d'accueil, donc vous allez retrouver le suivi de vos lettres de mission et compte rendu de mission, d'accord, avec un statut, si ces lettres de mission et CRM sont sur un statut en cours, complété ou signé. Donc là, vous le voyez dans ma base de démo, je retrouve donc un compte rendu de mission et une lettre de mission sur mon cabinet ECMA Démo. Donc au niveau du dossier, donc là par exemple, je vais rentrer donc, sur le dossier que j'avais créé pas plus tard qu'hier, dans lequel vous retrouvez les éléments de votre dossier client, et tous les éléments associés à ce dossier, par exercice. Donc là, je vais retrouver la lettre de mission que j'ai réalisée et d'ailleurs signée, le compte-rendu de mission qui est en cours, l'alias que j'ai pu importer ou non, et le fichier des écritures comptables sur lequel j'ai fait une analyse. Donc au niveau de votre dossier, vous le voyez, vous avez un certain nombre d'informations qui sont renseignées, qui en partie vont pouvoir être repris de l'alias fiscal que vous avez importé. Donc tout simplement, si je veux créer un nouveau dossier, je clique sur « Nouveau document ». Ce qui va me permettre, là vous le voyez, donc soit d'importer une liasse, soit de saisir les informations, soit de sélectionner un dossier existant. Donc là, je retrouve mon cabinet. Donc pour les utilisateurs, les cabinets, les experts comptables qui connaissent bien JeSigne Expert, on se retrouve un peu dans le même environnement. Donc vous n'allez pas du tout être perdu. On est vraiment sur la même interface graphique.
Et là, vous le voyez, là, vous avez la possibilité d'importer donc une liasse qui va vous permettre donc d'initialiser votre dossier client. Donc après, une fois que vous avez créé donc votre dossier client, vous allez pouvoir créer donc votre lettre de mission. Donc là, pour les besoins de l'exercice, je l'ai déjà créé en avance. Et donc ma lettre de mission, je vais la retrouver à ce niveau-là. Donc vous allez pouvoir donc soit importer votre propre lettre de mission, soit utiliser le modèle que l'on vous propose, sur lequel, bien entendu, vous allez avoir un éditeur de texte qui va vous permettre de le modifier. Donc au niveau de cette lettre de mission, vous allez indiquer donc les éléments qui sont issus de l'alias, puis bien entendu, vous allez compléter les honoraires par point d'audit ou de manière forfaitaire que vous souhaitez pour votre client. Donc derrière, vous avez simplement à l'éditer en PDF. Et puis, on a un lien directement avec Je signe expert si vous souhaitez directement la signer électroniquement avec cette solution. Et la faire signer au client. Et bien entendu, la faire signer au client. Tout à fait. Donc une fois que vous avez créé donc votre lettre de mission, donc vous allez pouvoir commencer votre mission d'examen de conformité fiscale. Là, je vais retourner donc sur mon dossier. Et donc, je vais pouvoir télécharger un FEC. Donc le téléchargement d'un FEC, aujourd'hui, vous avez la possibilité donc, de télécharger un FEC de manière automatique, inférieure à 5 mégas. Donc on est à peu près sur 5 mégas, on est à peu près à 33 000 lignes sur un FEC. Et donc 33 000 lignes sur un FEC, aujourd'hui on considère que c'est plus de 98 ou 99% des dossiers qui sont gérés par un cabinet. Nous, les retours d'expérience qu'on a eu des cabinets pilotes, c'est qu'on est plutôt dans l'ordre de 5-6 000 lignes pour un FEC d'une entreprise moyenne gérée par un cabinet. Donc une fois que vous avez téléchargé votre FEC, bah là c'est le cœur, on va dire, de la machine qui va vous contrôler les points 1 et 2 du chemin d'audit. Donc là, sur l'exemple que j'ai téléchargé mon FEC, et qu'est-ce qu'il m'indique? Bah, on le voit bien, donc un système d'alerte. Donc en fait, vous aurez toujours deux niveaux. Soit vous allez avoir des anomalies qu'il convient de corriger, soit vous avez des points d'intention. Donc là, on est plutôt dans le domaine des anomalies, puisque l'outil nous indique que finalement, des champs devant être renseignés obligatoirement, 2 champs, conformément aux dispositions de l'article 47, sont vides en fait, ne sont pas présents. Donc il vous indique même les champs et les lignes qui sont concernées. Donc étant donné que le point 1 n'a pas pu être contrôlé, qu'est-ce que nous a fait Conforme Expert? En fait, il n'a pas pu réaliser et vérifier la qualité comptable du FEC. Donc là, c'est ce qu'il nous indique. Respect du plan comptable général, écriture provenant d'un autre exercice, tout ça en fait est en analyse non réalisée. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'il convient de faire? De modifier donc le FEC et à nouveau de le recharger pour que l'on puisse réaliser à nouveau une vérification des 2 points du chemin d'audit et que Conforme Expert puisse afficher des résultats qui soient cohérents et conformes. On peut recharger combien de fois en fait sur une session? Alors c'est une très bonne question, François. On peut recharger, on va y revenir au niveau du tarif, on peut recharger jusqu'à 5 fois. D'accord. Donc vous avez la possibilité donc, de charger une première fois le FEC et ensuite de le corriger et de recharger 4 fois supplémentaires pour arriver finalement à un contrôle qui vous semble le plus cohérent et le plus conforme possible. Ce qui permettrait d'ailleurs de faire un pré-contrôle avant validation des écritures, de lancer un premier contrôle avant de valider les écritures de mon dossier à la fin de la révision, avant d'envoyer l'alias, et ensuite de le recontrôler une fois que les écritures sont validées, que l'alias est envoyé et que les écritures sont devenues définitives. Exactement, je pense que c'est une très très bonne pratique effectivement de pré-contrôler son FEC en réalisant ce contrôle, puisque vous le voyez, vous avez jusqu'à 5 analyses qui vont être incluses dans le tarif qu'on va vous proposer. Donc ça laisse quand même la possibilité d'anticiper et de vérifier effectivement la qualité comptable du FEC.
Donc là, vous avez une synthèse, en fait, et c'est ce sur quoi insistait Jean-Pierre Cossin tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de calibrer, en fait, cet outil de contrôle de FEC pour que ça vous indique les alertes qui soient importantes, mais l'idée n'est pas de vous noyer sous des tonnes et tonnes d'analyses et de points de contrôle à corriger. Puisque voilà, on a vraiment calibré cet outil de contrôle de FEC pour qu'il s'adresse véritablement à la typologie de clientèle que vous avez, experts comptables, qui sont plutôt des TPE ou des PME. Alors, juste peut-être une précision pour ces 2 points en fait, sur l'analyse du FEC. Pour l'instant, en fait, dans notre produit, ça concerne que on peut le faire avec les entreprises à l'IS et les BIC. On va, d'ici quelques semaines, ça va arriver très vite, on aura intégré les BNC et les BA. Ce qui veut dire en fait que vous pouvez quand même faire en fait utiliser l'outil pour les BNC et les BA. Pour les BIC et les IS. On peut les utiliser exactement. Enfin, ça c'est une bonne remarque. Aujourd'hui, notre outil de contrôle de FEC gère les régimes fiscaux, gère les régimes BIC et IS. Ce qui correspond à peu près à plus ou moins 60-70% des entreprises sur l'outil de contrôle du FEC. Et d'ici le 15 mai, donc c'est demain, on sera en mesure de gérer les régimes BA et BNC. Voilà, avant la fin de la date fiscale qui est le 18 cette année. Tout à fait. Mais pour autant, via Conforme Expert, si vous voulez réaliser donc votre compte rendu mission sur par exemple un régime bénéfice agricole, vous avez la possibilité donc de contrôler votre FEC par ailleurs et d'utiliser cet outil pour réaliser votre compte rendu de mission et l'envoyer à la DGFiP. Et surtout utiliser effectivement le module de EDI, quoi. Exactement, tout à fait. Donc vous le voyez, donc on a une synthèse. Après, si vous voulez aller un peu plus dans le détail, vous aurez la possibilité de télécharger le log détaillé des alertes FEC, donc qui se matérialise sous la forme d'un fichier Excel, tout simplement. Donc une fois que cette analyse est réalisée, là vous allez pouvoir passer au compte-rendu de mission. Donc le compte-rendu de mission, c'est là où vous aurez décidé au niveau de votre dossier avec votre client les points du chemin d'audit que vous souhaitez traiter. Donc là, on va retrouver voilà, les éléments propres à l'entreprise. Et enfin, donc on arrive au fameux questionnaire de compte-rendu de mission. Donc là, vous le voyez automatiquement, Conforme Expert a repris les éléments des points 1 et 2 et les indique non conformes. Donc vous le voyez, si je rentre dans le détail, on retrouve les anomalies qui étaient relevées dernièrement. Donc, comme on en parlait, vous avez la possibilité de recharger jusqu'à 5 fois pour faire en sorte que ces points E2 soient conformes. Mais comme je vous le disais aussi initialement, c'est vous, expert comptable, qui avez la main. Donc si vous décidez de passer ce point en conforme, c'est vous qui avez la main et vous indiquerez en commentaire les raisons pour lesquelles vous considérez que ce point de conformité du fichier des écritures comptables, ce point est conforme. C'est vous qui gardez la main sur cet examen de conformité fiscale. C'était des longs débats avec Jean-Pierre dans le groupe de travail à l'époque en disant il faut quand même garder, c'est le professionnel quand même qui engage sa responsabilité, qui fait son choix. Donc même si le logiciel lui a dit il y a peut-être des points de non-conformité, c'est quand même à vous qui revient de dire c'est conforme ou pas. Exactement. Et donc là, vous allez retrouver ensuite, en saisie guidée, tous les points, les différents points du chemin d'audit sur lesquels vous allez répondre aux différentes questions qui vous permettront d'indiquer pour chacun des points la conformité de l'examen de conformité fiscale. Enfin, dernier point, donc sur l'envoi EDI, c'est à ce niveau-là que vous allez indiquer de la manière dont vous souhaitez envoyer finalement le compte-rendu de mission à la DGFiP. Donc vous le voyez, on est vraiment, globalement, on a fait une revue rapide de cette solution. On est vraiment sur une solution qui est simple et qui permet, et c'était un point d'orgue pour nous, de vous apporter une solution qui gère l'ensemble de la mission de CF, depuis la contractualisation de votre client jusqu'à l'envoi en EDI à la DGFiP. On s'interroge sur le tarif. Combien ? Alors juste avant de parler tarifs, je vais quand même vous parler bénéfices. C'est toujours important.
bénéfice pour le cabinet et bon bénéfice pour l'entreprise. Ah, merci. Alors on en a déjà un petit peu parlé, hein. Effectivement, bon, je vais y passer assez rapidement, mais vous le voyez, on est sur une solution qui est simple, intuitive. On se connecte directement avec Compte Expert, donc ça facilite vraiment la connexion. On est vraiment sur une offre clé en main, ça je vous en ai déjà parlé, qui permet de gérer l'ensemble de la mission de CF. On est aussi sur un élément qui est important, on est sur une solution 100% en ligne. Ça veut dire qu'il n'y a aucune installation ni paramétrage nécessaire. Bien entendu, on respecte la réglementation, on est sur une solution 100% conforme à la réglementation. Et puis nous, on croit vraiment que c'est une nouvelle, ça va vous permettre véritablement de vous emparer de cette mission de CF extrêmement importante. Pour les entreprises, Jean-Pierre et Jean, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais en termes d'avantages, ça apporte véritablement une sérénité pour l'entreprise. La DGFiP en tiendra compte dans la programmation de ces contrôles fiscaux. On parle également d'économie financière, puisqu'il n'y aura aucune pénalité de retard ni intérêt de retard en cas de CRM valide. Ça, c'est un élément important. Et puis, il y a également le remboursement de la fraction des honoraires attachés au point d'audit qui pourrait faire l'objet d'un redressement. Okay. Donc une responsabilité civile professionnelle très limitée. Exactement, puisque ce sera le remboursement maximum sera conditionné par la fraction de l'honoraire rattaché au point d'audit concerné. Voilà, donc quelques dizaines, centaines maximum d'euros. Exactement, exactement. Et enfin, pour l'entreprise, et ça je pense que c'est un argument que vous pouvez utiliser, on parle beaucoup de RSE aujourd'hui, on peut également parler de civisme fiscal, puisqu'une entreprise qui fait acte finalement un peu livre ouvert vis-à-vis de la DGFiP, en confiant la réalisation de cette mission de CF à un expert comptable, elle fait véritablement preuve de civisme fiscal. Donc je pense que vous attendez tous, il est 18h14. Le tarif. Alors, le tarif. Donc comme toutes nos plateformes, il n'y aura aucun abonnement, aucun engagement. Donc ça c'est vraiment le premier point qui est extrêmement important. Au niveau du tarif, on sera donc sur 12 € hors taxe pour l'analyse complète, donc l'ensemble de la mission qu'on vient de vous présenter, pour un FEC jusqu'à 10 000 lignes. Donc 10 000 lignes, c'est 80... on est sur plus de 98% de nos clients, quoi. Exactement, exactement. Donc ensuite, on aura un tarif un peu plus élevé pour la tranche 10 000, 100 000 lignes, 100 000, 1 million de lignes, donc 360 €. Au-delà, on va dire que ce sera sur demande, mais je pense que on sera vraiment dans des cas exceptionnels. Alors, est-ce qu'il y a une offre pour tester ou c'est dès le premier FEC? Alors non, bien entendu, il y a une offre pour tester. Vous allez pouvoir tester gratuitement la solution. Donc les 2 premières analyses de FEC inférieures à 10 000 lignes seront offertes. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir là, dès maintenant, dès demain, dans les semaines qui viennent, vous connecter à la solution et puis tester et même envoyer en EDI à la DGFiP votre compte-rendu de mission et ça de manière gratuite sur les 2 premiers FEC de moins de 10 000 lignes, donc l'équivalent de 2 fois 12 €. Okay. Autre élément important, cette fameuse remise. Ah bah oui. Il y a une remise, et oui. Donc je vous en parlais en début de présentation, 3 €. 3 € si vous partagez votre FEC dans la base de données de la profession. Donc ça veut dire que vous faites une analyse de FEC sur une entreprise de 5 000 lignes, ça vous coûte 9 €. Oui, je laisse le FEC qui en plus va enrichir la base et va nous permettre après de travailler, enrichir la base de façon anonymisée, bien entendu. Exactement. Et donc, ce cas-là, ça me coûte plus que 9 €. Ça coûte plus que 9 €. Exactement. Donc, je pense que là, on est vraiment sur un tarif extrêmement compétitif. Après, c'est vous, expert comptable, qui décidez. C'est-à-dire que soit vous décidez de partager ou de ne pas partager ce FEC. Ce FEC, comme vous le disiez, comme vous le disiez, restera bien anonymisé. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une opération en fait qui, au moment avant qu'il soit stocké, qui consiste en fait à anonymiser et à enlever les informations nominatives. Exactement. Donc ça c'est important. On ne pourra pas identifier l'entreprise, mais ça va nous servir, on aura l'occasion d'en reparler, ça va nous servir à faire des analyses comparatives et ça vous servira à faire des analyses comparatives entre vos clients et justement des entreprises comparables.
En termes de facturation, on sera sur une facturation trimestrielle. Donc si vous commencez à utiliser la solution dès maintenant, vous ne serez pas facturé avant fin juin. Et on sera sur un mode de règlement virement ou prélèvement. Donc ça, hein, bien insister, c'est notre engagement, hein, l'anonymisation, la protection des données. De manière, on y est soumis. Donc c'est vrai qu'on vous engage à choisir en fait, le tarif de 9 € avec la remise et de participer en fait, à cette constitution d'une base de données de la profession qui, de toute manière, vous profitera ensuite. Voilà. C'est l'objectif. L'objectif, c'est que tout le monde concourt à la création de cette base de données et que derrière, tout le monde puisse en profiter. Merci Benjamin. Donc, on va passer à Jean. Donc là, on va parler de change Jean, de casquette. Là, c'est l'expert comptable. Une double casquette. Voilà. Donc la casquette à la fois vice-président d'ECMA, mais aussi la casquette expert comptable. Oui. Donc Jean, vous avez participé au test, hein, parce qu'en fait la solution elle est testée depuis maintenant bientôt 15 jours. Donc on a fait des corrections, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous en parler? D'abord, comment ça s'est construit en fait cette solution? Est-ce qu'il y a eu des comités de pilotage? Oui, mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, on était 5-6 à peu près sur le comité de pilotage pour définir justement le niveau des tests, le niveau un petit peu aussi de la conformité. On a eu beaucoup de débats pour dire quand est-ce que c'est conforme ou pas conforme. Enfin, voilà, on a beaucoup travaillé sur ce comité de pilotage qui a été riche, puisqu'il y avait des fiscalistes, il y avait aussi des gens un petit peu plus informatiques, d'autres qui étaient un peu plus métiers. Et donc, il y avait des codeurs et des codeurs, des codeurs fiscalistes, voilà. Et des codeurs... Et des décodeurs. Voilà. qui nous expliquaient les textes aussi. Bon, voilà, donc ça a été une étape relativement riche, et c'est pour ça d'ailleurs, si le BNC et le BA sont pas encore faits, c'est parce que sur chaque type de métier, ça va pas être le même test fait, on va adapter justement aux particularités de chaque régime fiscal. Hein. Donc voilà, donc ça a pu être fait par ce comité de pilotage qui a été très efficient et qui a permis après d'être poursuivi pendant les tests, où nous étions, je ne sais plus, quinzaine de cabinets. Une quinzaine de cabinets, voilà, à tester. Donc j'ai été un des cabinets, et je l'ai testé moi-même d'ailleurs, parce que moi j'aime bien parler de ce que je suis un peu comme Saint Thomas. Je suis peut-être pas le seul dans la profession, mais j'aime bien voir quand même. C'est plus simple. Voilà. Donc au cabinet, oui, j'ai pris un dossier et j'ai pu le tester un petit peu. C'est juste ce qui nous permet de remercier au passage en fait les 15 cabinets qui ont testé nos solutions et qui sont souvent aussi testeurs sur d'autres solutions. C'est vrai qu'en fait c'est eux qui nous permettent de faire progresser les produits. Et ce travail a été fait depuis le mois d'octobre un petit peu, tout ce qui était les comités de pilotage et tout, pas mal de réunions, et je crois qu'on en a une autre demain soir d'ailleurs pour faire un petit peu la synthèse aussi, ou non, continuer la suite, les deux régimes à faire. Voilà, donc c'est important parce que c'est vraiment un produit qui a été fait étayé sur mesure par rapport aux clients des cabinets. Très bien, mais je pense qu'on peut... Merci Jean, on peut passer... là... Alors on a pu le tester après. On a pu le tester là. Ah oui, mais moi j'ai pu le tester, j'ai passé donc un dossier complètement... Aller pour inscrire le cabinet, mettre les coordonnées, ses coordonnées, mon numéro, je déclare, oui, parce que dans les paramètres, on n'a plus besoin de le remettre à la fin, parce qu'on nous propose sur je déclare, j'ai mes codes d'accès, je déclare. Pour aller chercher l'alias, c'est aussi pour eux, et ça va me permettre ça va être déposé par Conforme Expert, mais je le retrouve cet après-midi. Je suis allé voir justement les tests faits aujourd'hui. J'ai pu retrouver mon CRM, voilà, donc j'ai retrouvé mon CRM, mon ADS, mon avis de dépôt. J'attends le retour, j'ai pas encore eu le retour de l'administration fiscale, sauf si entre-temps c'est arrivé. Mais voilà, donc on a pu le tester en réel de bout en bout. De bout en bout. Et voilà, et c'est ça qui est très très important. Et vraiment, là, c'est la particularité de ce produit. J'en connais pas encore d'autres qui fassent ça, qui partent bien de la lettre de mission, qui me permettent d'aller chercher ma liasse, d'aller chercher mon FEC, de mettre tout ça en forme, de générer ce CRM et de l'envoyer, et le tout automatisé. Bon, oui, c'est le seul Conforme Expert. Pour l'instant, c'est le seul produit qui fait l'envoi en EDI. D'ailleurs, Rialant, le prestataire, a été habilité et efficace ces jours-ci. C'est très 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 récent, puisque c'est pour la campagne qui a commencé hier. Voilà, donc c'est important, ce bout en bout. Ça a été relativement simple. Je crois que j'ai dû passer sur Conforme Expert. Allez, on a
j'ai dû créer après le dossier, un peu moins d'1 heure pour découvrir, créer le dossier, créer la société et tout. Et puis pour faire le CRM lui-même. Oui, sur un CRM. Oui, sur un CRM, j'ai passé. Alors, premier, j'étais un peu plus long. J'ai dû repasser 2 fois mon test. Je ne sais plus ce qu'il y avait sur mon FEC. J'ai dû le relancer. Et bon, on a dû mettre 3 quarts d'heure pour le faire. D'accord. Sur une petite société soumise à l'IS, dossier un peu typique qu'on a tous dans nos cabinets. Voilà, donc à peu près, j'ai mis après 3 quarts d'heure. Si je dois le refaire, mettre sur le même dossier, une fois que tout est mis en place, la première fois, on paramètre et tout, après ça va aller beaucoup plus vite. Oui, on peut compter environ 30 minutes, quoi. Ouais, 30 à, s'il est un peu plus compliqué, maximum 1 heure, enfin 30, 45 ou 60 minutes. D'accord. Très bien. Alors, je crois qu'en fait, on compte combien là, de cabinets inscrits on a commencé, la plateforme a démarré hier. Alors, la plateforme a démarré hier et à aujourd'hui, à peu près 16 heures, on comptait 65. 6, on m'a dit après. 66. Ah, 66. Il faut que tu t'installes, oui. 66 cabinets qui s'étaient déjà inscrits sur la plateforme. Et je gage qu'il y en ait encore de nombreux qui l'aient fait pendant l'émission. Alors, on va passer aux questions. On en a beaucoup. On en a énormément. Donc, je les reçois en live. On a énormément de questions. Donc, première question qui nous est posée, est-ce qu'un expert comptable peut faire son propre ECF ? Pour son cabinet. Réponse sera non. Il faut être clair. C'est déjà bien qu'il puisse faire l'ECF de ses clients, mais de là à faire son propre ECF sur son propre dossier, du moins c'est une réponse qui semble unanime de la part de vos confrères et qui a été dans une réunion, entre guillemets, validée par un propos de la DGFiP sans évidemment aller au-delà que d'acquiescer. Voilà. Autre question. Merci. Autre question, comment justifier de faire la mission ECF sur les dossiers que nous avons en saisie ? C'est une vérification de notre propre travail. Oui, mais justement, on a fait le travail, tout est dans notre dossier. Il manque presque rien. Il manque l'archivage des documents. Ceux qui ne l'ont pas, moi souvent je les ai, les attestations de caisse par exemple. Mais sinon on a tout dans le dossier à part ces 2 points-là. Donc c'est simplement mettre en forme de dire oui j'ai vu, oui j'ai vu, oui j'ai vu. Donc c'est relativement simple. Alors ça nous gêne parce qu'on a l'impression, nous experts comptables, on a l'impression qu'on travaille pour l'administration fiscale et tout, mais parlez-en à vos clients. Vous allez voir que les clients, il va dire, mais oui, je sais que vous avez fait le boulot. Et alors, vous avez un travail de mise en forme de ce truc-là, vous l'envoyez à la DGFiP, ok, et moi, ça me rapporte. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, je vois, c'est plus les confrères qui sont réticents et frileux. Moi, quand j'en parle aux clients, j'en ai 3 quarts qui me disent, ah oui, parce qu'on a quand même, en France, on a quand même la peur du gendarme. Donc l'administration fiscale, la gendarmerie, quand je suis en voiture, dès que je reçois un courrier, je me demande ce qui se passe. Bon, on a tous un petit peu ça. Et le client, il est rassuré. Quand je lui dis, pour un montant d'honoraires très raisonnable, vous avez, entre guillemets, une sécurité fiscale complémentaire. Et puis s'il y avait un redressement, vous aurez en plus, vous serez exonéré, vous serez moins contrôlé. Et en plus, il n'y aura pas d'intérêt, pas de pénalité en cas de contrôle, moi, les clients, ils en veulent. Alors, c'est surprenant. Les clients en veulent, c'est nous qui sommes un peu frileux. Oui, c'est pas dans notre démarche. Donc, je le comprends très bien. Je ne jette pas du tout la pierre en disant ça. Hein. Mais ouais, on n'a pas l'habitude. Et puis, en effet, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, ça a été admis par le Conseil supérieur, ça a été admis par la tutelle, comme quoi, oui, on était habilité à faire un ECF sur une mission de tenue de comptabilité où j'ai tout fait. C'est d'autant plus facile que je suis sur une mission de tenue de comptabilité. Et en effet, dans quelque temps, ça apparaîtra comme une anomalie de ne pas le faire. Exactement de la même manière, vous savez bien que les OGA vont disparaître l'année prochaine, l'adhésion au niveau fiscal, les avantages liés. De la même manière qu'une entreprise individuelle qui n'était pas à une OGA, c'était aussi assez suspicieux et on se demandait pourquoi elle n'y était pas. Voilà, donc je pense qu'on a la même démarche, mais il faut qu'on s'y mette et qu'on apprenne. Oui, c'est pas une certification au sens. Mais je partage tout à fait ce que tu viens de dire.
c'est quand même, pour la première fois, la remise par un expert comptable à son client d'un document qui va partir à la DGFiP sur lequel il est indiqué sur 10 points tout est bien. Ben, de recevoir un document dont on sait qu'il va partir au service des impôts des entreprises, sur lequel il va être indiqué que tout est bien, eh bien, le client est davantage rassuré que de voir un résultat fiscal qui va servir à l'assiette de l'impôt et à payer l'impôt. C'est une première observation. Et généralement, quand l'expert comptable, moi je l'ai vécu à travers des experts comptables que j'ai vu faire, eh bien, les clients généralement disent merci d'avoir le document en disant « Ah ben voilà, tout est bien, merci ». Je ne suis pas sûr qu'on dise merci quand on reçoit le résultat fiscal et l'impôt à payer. L'impôt à payer, c'est un peu différent, c'est psychologique. Et la deuxième merci qu'on reçoit, alors je ne sais pas si tu les as eus la fois dernière, mais le client qui a envoyé son compte rendu de mission, à travers vous, bien entendu, mais c'est quand même le client qui, lui, est à l'origine, eh bien, il reçoit aussi un merci de son service des impôts. Alors, c'est quand même assez rare en disant « Merci de nous avoir envoyé l'examen de conformité fiscale, on vous remercie beaucoup ». C'est en plus, semble-t-il, d'après mes informations que j'ai, c'est pas un document national. Il semble être adapté un peu par les services des impôts, plus ou moins gentils, etc. Ce qui fait que le client, il remercie son expert comptable qui lui-même reçoit un merci de merci. Je crois que c'est une mission tout à fait intéressante pour eux parce que non seulement ça rassure, mais ça donne quand même quelque chose. Parce que la réticence des experts comptables, il faut quand même la lever quelque part. Il y a quand même des cas où il peut y avoir, sur ces sujets des 10 points d'audit, des difficultés s'il y avait un contrôle fiscal. Eh bien, se placer dans un rapport de force favorable par rapport à l'administration, par rapport au vérificateur, moi je prends simplement quelque chose. Je prends l'exemple des provisions. Dans l'exemple des provisions, que se passe-t-il? Aujourd'hui, l'expert comptable qui n'a pas fait un ECF et le représentant de l'entreprise et l'inspecteur s'adressent à l'entreprise. Justifiez-moi de vos provisions. Demain, parce que l'examinateur de conformité vous-même avait été instauré légal du vérificateur en technicité comptable et fiscale, eh bien, le vérificateur ne va plus s'adresser à l'entreprise, mais ça va s'adresser à quelqu'un de même compétence. Eh bien, j'aime autant vous dire que sur un plan psychologique, ça change tout. Ça change tout parce que, avec le même bagage intellectuel, comptable et fiscal, eh bien, l'inspecteur des impôts, il sera quand même plus en difficulté de dire l'examinateur de conformité qui a considéré que la provision était déductible, moi je considère qu'elle ne l'est pas. Le débat sera d'une autre nature que celui qui existe aujourd'hui. Et il faut savoir que c'est sans doute un des points que l'administration a eu le plus de mal à mettre dans le CF, parce qu'elle sait bien que c'est conflictuel. Donc moi je pense que on n'imagine pas le saut qualitatif qu'on a donné aux examinateurs de conformité fiscale du point de vue de la compétence comptable et fiscale. Franchement, alors après, je conçois que ce soit difficile sur le plan honoraire, je ne sais pas faire. Moi, non, c'est surtout que ça change notre comportement, voilà. C'est un petit peu difficile, mais c'est bien ce que disait en introduction Lionel Canesi tout à l'heure, c'est bien le tiers de confiance fiscale. Alors après, on va voir qu'il y aura d'autres tiers de confiance, on y reviendra dans la dématérialisation, dans d'autres émissions sur d'autres sujets. Mais très clairement, on est en train d'instituer cette position comme quoi rien peut se faire sans un expert comptable. Voilà. Donc il faut bien qu'on ait ça en tête, même si ça nous bouscule dans nos habitudes, dans nos années d'exercice du passé. Peut-être même qu'un jour, le banquier demandera « Est-ce que vous avez fait un examen de conformité fiscale ?» Alors j'ai beaucoup de questions, donc ça va être difficile de répondre à toutes les questions. Là, je vais répondre à une question rapidement. Les cabinets qui ne passent pas par Je déclare, mais par un autre opérateur, peuvent-ils utiliser Conforme Expert? Oui, bien entendu. Oui. Il n'y a aucune obligation à être abonné à Je déclare. Nous en avions dans les pilotes. Tout à fait. J'ai d'autres questions, notamment qui revient assez souvent, la question des honoraires du cabinet. Oui. Comment le cabinet peut-il facturer cette mission à ses clients Si la question c'est combien, malheureusement on ne peut pas vous répondre. Voilà, et on ne se permettrait pas pour des questions un petit peu de ne pas se faire attaquer au niveau de la profession, puisqu'on n'a pas donné de tarif indicatif.
Mais vous avez des exemples autour de vous. Si vous n'arrivez pas à en parler entre vous, il faut en parler entre plusieurs confrères. On en reparle quand vous voulez, mais dans des réunions, mais peut-être pas dans un webinaire public, quoi. Excuse-moi de pas d'échapper la question, mais bon. Non, mais c'est la réponse. C'est la réponse. Quelle est la position vis-à-vis des OGA qui proposent de sous-traiter cette mission? Ah, la position de l'ordre, là, faut être très clair. L'ordre dit clairement, c'est à l'expert comptable de prendre en charge le CF. Éventuellement, s'il n'a pas la capacité de le faire lui-même, éventuellement, l'expert comptable pourrait sous-traiter à un OGA, mais le Conseil national de l'ordre des experts comptables est contre le montage inverse, qui voudrait que certains OGA prennent la mission de CF et sous-traitent à l'expert comptable. Voilà, donc là, la position de l'ordre est assez claire, normalement partagée par les fédérations d'OGA de ces quelques temps, même si un certain nombre d'OGA proposent l'inverse un petit peu sur le marché, parce que quand on est entre les fédérations, puis quand on est dans les OGA, ça peut parfois ne pas être identique. Très bien. Une autre question importante, je ne pensais qu'un FEC ne pouvait pas être modifié après envoi de l'alias. Oui. Alors, le FEC ne peut pas être modifié après l'envoi de l'alias. Le FEC, si, je peux faire un rectificatif. Je ne peux pas modifier les écritures qui sont dans le FEC et qui ont été validées. Je peux rajouter de nouvelles écritures, même si un dossier, par exemple, je suis même l'année suivante, quand je fais un rectificatif, je vais réouvrir le dossier qui a été clôturé, je réouvrirai, je passerai au dernier jour de l'exercice de nouvelles écritures, parce que si la comptabilité avait été si elle avait été que validée, je peux encore passer de nouvelles écritures sans modifier les anciennes, et si jamais elle avait été clôturée, je peux déclôturer, passer mes dernières écritures, et après revalider, réenvoyer un nouveau FEC. C'est comme ça qu'on fait dans un rectificatif. Très bien. Autre question, doit-on se limiter strictement à ces 10 points du chemin d'audit ou peut-on en faire plus ou moins? Se limiter aux 10 points et faire les 10 points. Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous décidez des points d'audit. Ben non, vous ne décidez pas des points d'audit. Vous êtes tenu de faire les 10 points. Tout point d'audit qui n'aurait pas été vu est considéré comme étant non conforme. Autrement dit... Ou bien non concerné. On a aussi, on a aussi la solution de non concerné. Oui, les charges à payer sur un BNC... on est d'accord, voilà, on est d'accord. Mais s'il y a un point d'audit sur lequel l'entreprise est concernée et qui ne serait pas vu, et on voudrait dire on le valide pas, il est considéré comme étant non validé, dès lors que vous êtes concerné. Et donc là, c'est une question. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 7 points, et puis on dit les autres, on verra l'année prochaine. Ça, c'est interdit. La question, c'était d'en faire plus. Il voulait en faire plus. Hein, j'ai les deux, en fait. Plus ou moins. Ah ben, si vous voulez en faire plus, c'est possible, mais ça sera pour votre dossier personnel. Hein, parce qu'il n'y a pas de bénéfice. Ça ne sera pas dans le CRM. Le CRM, on vous a dit, c'est un état fiscal. Le 3030, il est codifié, il est clair, il est net, ça fait 3 pages. Voilà, on ne peut pas le déroger, surtout que le modèle lui-même est dans l'arrêté du 13 janvier, si je ne me trompe pas, du 13 janvier 2021. Qui s'est très inspiré 21. du modèle des organismes agréés. Il ressemble beaucoup. Et c'est un frère jumeau de ce que faisaient les organismes agréés sur leur petit dossier. Très bien. Faut-il demander si l'expert comptable indique qu'il partage son FEC, faut-il demander l'autorisation à son client? Qu'il partage son FEC. Mais qu'il laisse, c'est pour 9 euros. C'est pour 9 euros. S'il décide de partager son FEC dans la base de données de la profession, doit-il obtenir l'accord de son client? Ou le stipuler dans sa lettre de mission? Le plus simple, c'est de le stipuler dans la lettre de mission. Tout simplement. Et notamment dans la lettre de mission, de l'avenant à la lettre de mission de l'ECF. Ok. On a plus de 200 questions. C'est bon, là, on a toute la nuit, nous. On a plus de 200 questions. C'est pas de problème, mais peut-être qu'il y a une limitation à la durée du webinaire. Encore 5 minutes, hein, c'est ça? D'accord, ok.
On a le donc, droit ou on pas va devoir malgré tout s'arrêter parce qu'on ne pourra pas. Est-ce qu'il y a une question qui te semble bonne question. Une dernière question. Voilà. Alors, Elles sont toutes bonnes, hein, c'est forcément. Alors, tu fais une monter la dernière pression, question. Quel délai pour déposer, Ah. le compte-rendu de mission, le CF? 31 octobre, quand l'exercice est clos, au 31 décembre. Sinon, en cas de clôture en cours d'exercice, dans les 6 mois du dépôt de la déclaration. Voilà. Et même, alors, Alors là, il y a une question. Tu l'as bien dit, c'est Oui. 6 mois. Alors Oui. pour moi, je le dis autrement que toi, mais je complète. 6 mois de la date du dépôt de l'alias. Voilà. Et au plus tard, le 31 octobre. Ça veut dire que la question qu'on allait se poser tous les deux, je l'ai entendu venir, ta question. Si j'ai fait une liasse que j'ai envoyée le 25 mars, juste avant, dans l'ancien millésime, juste avant la fin de la campagne 2021, par exemple, logiquement, dans ce cas-là, si j'ai anticipé, ce serait le 25 septembre. Si j'envoie ma liasse le 10 mai, je suis encore dans les délais. Dans ce cas-là, les 6 mois vont être plafonnés, enfin vont être arrêtés au 31 octobre. Est-ce que tu es d'accord sur la première? Oui, sur la enfin, première, moi, c'est pas clairement écrit. Non, moi pour la C'est première, peut-être un mais peu. bon, je pense d'abord, c'est une vraie question que vous êtes en train de vous poser. C'est est-ce qu'on va envoyer le compte-rendu de mission en même temps que l'alias? C'est pas sûr qu'il faille le faire. D'une part, ça donne un peu de temps de réflexion. Il y a quand même 1 heure ou 2 à passer sur le document, même si on le fait en amont. Et puis, il y a une date, c'est le 31. Alors, il faut juste savoir, mais c'est une information que je donne, qu'une entreprise qui a indiqué, qui a mis une croix sur sa déclaration disant qu'il y aura un ECF, eh bien, cet exercice-là n'est pas susceptible d'être vérifié avant l'expiration du délai de dépôt du compte-rendu de mission. C'est juste une information que je donne, chacun en tirera les conséquences qu'il croit pouvoir en tirer. Ah, tu es en train de me dire que même si je voulais le faire rapidement, peut-être que je peux attendre le dernier délai pour envoyer. On verra ça, on l'apprendra avec la pratique, parce qu'on ne sait pas tout. Non. Et que, en effet, on aura sûrement beaucoup de choses à apprendre et on aura beaucoup de nouvelles réponses à compléter quand on connaîtra Absolument. un peu mieux L'année le dispositif. dernière, j'ai été interrogé sur la question suivante, et qu'on a posée d'ailleurs après la DGFiP. C'était une entreprise qui avait mis une croix dans une case et qui avait fait l'objet d'un avis de vérification avant l'expiration du délai. Et la DGFiP a dit normalement cette situation ne peut pas se rencontrer. Voilà ce que je voulais vous dire. Les inspecteurs comme nous, les vérificateurs, doivent apprendre ce nouveau métier. Évidemment, parce c'est qu'on apprend très tous compliqué. un nouveau métier. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de points sur lesquels on n'a pas eu de réponse au niveau de la commission fiscale. On n'a pas eu de réponse de l'administration fiscale. On a pris quelques positions un petit peu nous-mêmes, qu'on leur soumettra d'ailleurs en disant voilà comment l'interpréter, voilà les éléments, toujours pour faire avancer. On a un texte qui est tout nouveau, on n'a pas encore de pratique et la pratique va nous faire avancer. Donc oui, toutes ces questions ne sont pas figées. Exactement, et c'est très intéressant, très important ce que tu dis, parce que on n'a pas d'instruction administrative. C'est quand même une question assez rare où on a un imprimé à remplir concernant l'application d'un décret et d'arrêté sur lequel l'administration fiscale ne s'est pas exprimée en dehors de nous, sauf verbalement. Donc on n'a pas, donc vous en aurez un. Pire, quand on a fait le cahier des charges chez Edificas concernant ce point-là, réflexe habituel, on a demandé la notice aux impôts. Les impôts, GF2A, se sont adressés à leurs petits camarades de la direction du contrôle fiscal, n'ont pas pu avoir de notice et de réponse. Voilà. C'est normal. Donc, voilà. Donc, ce qui veut bien dire un sujet en évolution. Et par définition, nous aurons quand l'administration aura vu tous les ECF qui auront été réalisés par les entreprises, les experts comptables et les autres, vous aurez un premier jet d'instruction en disant, sans faire de reproche à personne, puisque l'objectif, c'est que ça marche. Et que donc, on ne va pas commencer par mettre des bâtons dans les roues pour les premiers qui vont faire les affaires. Donc, on va apprendre à marcher en marchant, et un jour, il y aura une belle instruction administrative, et vous serez très armés pour discuter du contenu de celle-ci. On se donne une dernière question
rapidement. Dernière question, de toute manière, on a énormément de questions. On vous répondra dans quelques jours, donc vous inquiétez pas, on a enregistré toutes ces questions, donc on sera en mesure de vous y répondre. Dernière question, on y a en partie répondu. Temps moyen pour réaliser la mission, un ECF? Alors j'ai bien parlé sur un dossier, quand j'ai dit 30 à 45 minutes, c'est un dossier en tenue. Ça n'a rien à voir avec un dossier en révision, un dossier voilà, où là, je n'ai pas tous les éléments sous la main. Sur un dossier en tenue, j'ai tous les éléments, à part l'archivage des pièces. Et puis éventuellement, j'ai peut-être pas l'attestation ou le certificat de la caisse. Bon, à part ces points 3 et 4, la piste 3 et 4, le point 3 et 4, à part cela, tout le reste, j'ai dans mon dossier. Donc c'est vrai que ça va... Est-ce que sur la conservation, vous avez obtenu une réponse officielle de la DGFiP selon laquelle peut-être elle vous autoriserait à avoir un certificat du client quand elle est tenue que... Parce que comme vous avez vu les pièces pour faire la tenue, la conservation des pièces, normalement, vous n'avez pas trop de présence sur place à faire. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Pas de réponse, mais... Malgré tout, dans l'évolution, n'oublions pas que dans 2 ans, on va arriver à la facture électronique. Absolument. Et que là, toutes les pièces, je les aurai en original et en archivage électronique sécurisé. Donc on a plein de nouveaux thèmes sur lesquels on pourra traiter, comme quoi ça va pas mal évoluer. La facture électronique nous facilitera aussi la vie. Donc on voit bien qu'on est au début d'une mission qui va prendre de l'ampleur et puis dont la pratique va complètement changer. Ce qu'on appelle l'art du rebond. Merci à tous, merci beaucoup, merci Jean Saffort pour toutes ces explications. Merci bien sûr Jean-Pierre Cossin, merci du temps passé. Bravo, merci à François Benjamin. Merci François. Voilà. Merci je les applaudirai parce qu'ils ont fait un superbe travail. Je les applaudis en votre nom et pour les remercier de tout le travail fait. Et on espère vous voir nombreux sur la plateforme. On continuera en fait des webinaires. On va répondre à vos questions, mais avant tout, on vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tous.